Bienvenue dans les Évidences du Coran, une série où nous revisitons les thèmes coraniques à la lumière d'une analyse linguistique rigoureuse et des sciences modernes. Alors ici, pas de discours obscur ou culpabilisant, nous cherchons à comprendre le texte dans sa clarté, sa logique et sa portée universelle. Chaque épisode propose donc une lecture scientifique et spirituelle pour redécouvrir le Coran comme un espace de réflexion, de bienveillance et d'évidence. Alors nous arrivons au dénouement. Progressivement, le dénouement ne fait que commencer. C'est pas toujours totalement fini, il nous reste encore quelques jours, mais on commence à voir comment, par un procédé narratif et par une certaine mise en scène et une certaine manière de nous présenter les choses, le Coran veut nous préparer en fait à faire deux choses, à terminer l'histoire, à conclure l'histoire, mais aussi à, à être en mesure de la synthétiser, de la garder en mémoire de manière utile et pratique. Et il va faire un truc intéressant, c'est que on va voir que la fameuse tunique, El Khamis, devient un vecteur sémiotique. C'est-à-dire qu'en fait, il va être un véhicule pour nous transmettre une information, des signes et des significations importantes. Bah oui, parce que, regardez, il y a une vraie récurrence de l'objet, et qui va se faire en trois temps. Le premier temps, on l'a vu, c'est au tout début, lorsque se noue la mise en scène macabre des frères de Youssouf, qui, le laissant pour mort, ou en tout cas abandonné dans le puits, reviennent avec sa tunique à lui, pleine de sang, qui va être un support de mensonge. Ouais. Donc ça, c'est le premier acte de la vie de Youssouf, qui est donc un mensonge, et un crime, en fait, compte. Ensuite, le deuxième temps, le deuxième acte de la vie de Youssouf, c'est où il va être le support, le vecteur de l'innocence de Youssouf, parce qu'il va être déchiré au palais. Et là, c'est ce qui va l'innocenter, comme vous en souvenez. Et puis, on va arriver, en fait, à partir du verset 93 jusqu'à 96, où le kramis, le vêtement, la tunique de Youssouf, devient un vecteur de la présence. D'ailleurs, on comprend une chose, parce que ça aussi, sans aller dans des... Il ne faut pas prendre de raccourcis. Euh, Youssouf leur dit au verset 93, « Emportez donc ma tunique que voici, et appliquez-la sur le visage de mon père. Il recouvrera la vue. » Donc Youssouf n'a pas deviné que son père a perdu la vue, c'est qu'il est évident que nous avons ce qu'on appelle une ellipse narrative, c'est que le Coran nous a épargné la phase où ils ont dû discuter. En fait, après les retrouvailles, ils ont parlé. Et les frères ont dû expliquer davantage en détail toute la situation. À la fois la situation d'immense précarité dans laquelle ils se trouvaient, vu, comme on a dit, bah, la famine et le problème agricole que rencontre et l'Égypte et fatalement la région. Et donc ils ont dû l'expliquer que, bah oui, notre père a perdu la vue. Donc ce que fait Youssouf, c'est qu'il ne transmet pas un message écrit, et c'est que là il comprend. Il dit ouais, il a perdu la vue, il leur a expliqué quand, et là il va envoyer un signe de lui-même, hein, une, un indice de sa présence, un vecteur de sa présence. Et ce qui est très fort, c'est que on comprend en fait que Youssouf, visiblement, est au courant que ce qu'a son père est un incident psychogène, est une cécité psychogène, donc une cécité liée à un choc psychologique, et alors il le sait. Est-ce que c'est un savoir qui était déjà de l'époque? Alors, je pose vraiment la question parce que je pense que c'est très important de voir ça à l'esprit. Euh, ou est-ce que c'est lui qui a fait une analyse et qui a réussi à faire tout un développement en se disant ok, il y a eu un choc, ce choc c'est lié à ma disparition. Oui, dans tous les cas, vous comprenez, dans tous les cas, c'est du savoir. Donc soit c'est du savoir très poussé en termes d'intuition, c'est-à-dire que Youssouf a une capacité d'analyse telle qu'il peut précisément produire une nouvelle connaissance à partir de certaines données et d'une certaine expérience, soit c'est un savoir qui était déjà connu à l'époque en Égypte, et que précisément Youssouf étant éduqué là-bas, il l'a assimilé, il l'a intégré.
Parce que il faut se méfier hein, de ce très grand biais anthropologique de voir le savoir et le savoir scientifique comme étant une trajectoire strictement linéaire, qui n'a fait que évoluer vers le mieux. C'est factuellement faux. Et puis c'est surtout assez problématique parce que ça finit même par faire croire que bah du coup si un certain nombre de connaissances et de validations scientifiques ne se trouvent que dans une région du monde, ça laisse encore entendre, hein, une logique qui normalement est censée appartenir au passé, hein, que seule cette civilisation ou ce groupe humain a évolué et a atteint le sommet de la connaissance, tandis que les autres sont encore arriérés. Donc aujourd'hui, de nombreux travaux anthropologiques et de travaux en philosophie des sciences euh, arrivent à de plus en plus montrer l'évidence hein, que non, le savoir n'a pas une trajectoire linéaire, il a beaucoup plus une configuration fractale en fait, hein, c'est-à-dire il se déploie dans certains endroits, dans certaines régions, dans certaines situations. Parfois il explose, parfois il décline. Cela à la fois à cause ou plutôt lié à des situations de structure, donc les espaces d'enseignement, le niveau d'éducation, le niveau de santé, le niveau de prospérité, mais aussi en termes de trajectoire de culture, de, de rapport à la connaissance, de rapport à l'intuition, de rapport à la déduction, de rapport à l'expérience, etc. Et ce qui fait que des connaissances très profondes peuvent être découvertes et être faites dans des lieux auxquels on n'imagine pas il n'y a pas d'université, il n'y a pas de grande instance du savoir. Et c'est pareil pour différentes, différentes découvertes et différents développements scientifiques. Donc ça c'est très important. C'est pour ça que, oui, il est tout à fait possible que en Égypte ancienne, il y ait eu un certain nombre de connaissances accumulées sur des domaines et des pans entiers très intéressants, qui peuvent même sembler extrêmement avant-gardistes. Et il suffit d'une invasion ou de quelques invasions, de guerres, etc., pour que bah, ce savoir disparaisse. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on pourrait presque dire que ce qui a plutôt progressé ou évolué, c'est plutôt le support de connaissances. C'est pas tellement le contenu de la connaissance, qui lui, en fait, oscille en fait hein, par des vagues qui méritent qu'on mérite de suivre avec beaucoup d'attention. Mais attention, hein, quand on parle de support aussi, c'est pas simplement où on l'a écrit, etc. C'est aussi les personnes. Donc, vous comprenez, c'est pour ça que c'est toute une boucle en termes de structure, de conditions, de milieu, et aussi de personnes, de méthodes, et de rapport en fait à la méthode, et de rapport à l'expérience, et puis en fin de compte même de pensée et de philosophie. Voilà, c'est tout ça, la science. Donc, euh, Youssouf en tout cas semble savoir ce quoi faire, et très intuitivement, en tout cas spontanément, il dit, il dit au frère d'emporter sa tunique et de l'appliquer sur le visage de son père. Et là, c'est très intéressant parce que le Coran veut nous préparer à comprendre ce que Youssouf vient de faire. Et oui, c'est ça qui est intéressant. Il y a une pédagogie. Ouais. Il y a une véritable pédagogie, une didactique que va mettre en place le Coran, c'est-à-dire une manière de nous... En gros, justement pour éviter, c'est ça qui est important, pour éviter d'aller tout de suite dans un registre magique, donc qui dit magie dit inexplicable, et donc in fine inexpliqué, et bien non, le Coran va faire l'inverse, il veut faire une didactique, c'est-à-dire qu'il veut nous proposer une méthode pour qu'on comprenne ce qui s'est passé, et pour qu'on ait quelques indices qui nous mettent en lumière le processus en question. Et ça passe par cette olfaction distale. Ouais, c'est-à-dire le fameux signal du rih, qu'on retrouve dans le verset 94. Et quand la caravane eut franchi la frontière, leur père dit, je sens certes le rih, l'odeur de Youssouf. Alors, la précision en termes de langage, c'est que rih désigne à la fois le vent, le souffle et l'odeur. C'est donc une information qui voyage au-delà de la vision. Et évidemment, comme Yacoub est dans un état d'alerte maximale parce que justement, il est dans un état de cécité fonctionnelle, l'olfaction est le seul sens qui est en plus directement lié au système limbique et à l'amygdale. Ouais, sans passer par le rôle du thalamus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'en fait, Yacoub ne devine pas, il capte une signature chimique familière. Et c'est ce qu'on appelle en neurobiologie une réactivation de la mémoire olfactive, qui est d'ailleurs la plus résiliente et la plus évocatrice des mémoires humaines. Ouais, en gros, la mémoire par l'odeur est la mémoire la plus puissante qui soit. Donc en fait, chaque
chacun de nos sens véhicule de la mémoire, hein, le toucher, le goût, l'audition et la vision, mais la mémoire olfactive est probablement la plus résiliente et la plus évocatrice des mémoires humaines. Vraiment. Et ça, faut pas le perdre de vue. Et là, on voit que quand il dit ah mais on dirait l'odeur de de Youssouf, là clairement les frères se disent mais c'est pas possible, t'es encore dans ton ancien égarement en fait, t'es encore en train de devenir fou. En fait. C'est l'inertie de l'entourage en fait. C'est qu'ils n'ont pas le bagage, ils n'ont pas la science, ils n'ont pas la vertu de leur père. Et ils interprètent donc cette perception comme une pathologie. C'est-à-dire qu'ils partent en fait compte dans une logique statistique. C'est que mais il peut pas deviner que c'est Youssouf, c'est pas possible. C'est impossible, on est juste en train de ramener une chemise. Euh, Ça marche pas comme ça en fait, c'est pas normal. En fait, il y a un conflit de données. Jacob oppose son expérience sensorielle brute à la posture du groupe du consensus des frères, qui montre encore une fois la différence entre celui qui a un bagage, qui a un savoir, et ceux qui, justement, sont davantage dans des sortes de certitudes mais limitées. Et là, on constate quelque chose de stupéfiant. Puis, verset 96, quand le porteur de bonnes nouvelles, El-Bashir, fut arrivé, il appliqua la tunique sur le visage de Yacoub, et celui-ci recouvra la vue. Et là, en fait, on va voir deux choses. Le problème, c'est que donc, nous sommes dans un mécanisme de guérison. On a analysé dans l'épisode 24, hein, que la cécité de Yacoub était une somatisation. C'est une clôture sensorielle. C'est un choc, hein, comme on a dit, une cécité psychogène. Et, et c'est là que c'est super intéressant, c'est que le Coran va nous montrer que le seul fait de sentir cette odeur suffit à pulvériser la cécité psychogène. Alors d'abord, la première chose, c'est la fameuse voie express du système olfactif. Le bypass limbique, en fait. En gros, tous les sens humains, la vue, l'ouïe, le toucher, font un arrêt par une structure cérébrale appelée le thalamus, hein, qui agit comme un filtre avant d'envoyer l'information au cortex pour y être analysée. Eh bien, l'odorat, c'est la seule exception anatomique. Ouais. Les neurones olfactifs projettent leurs signaux directement dans le système limbique, et plus précisément sur deux structures clés, que j'évoquais il y a quelques instants, l'amygdale, qui lui est le centre de traitement des émotions intenses, et l'hippocampe, qui est le centre de la mémoire épisodique à long terme. Donc l'odeur d'un être cher n'est pas simplement une donnée sensorielle, c'est une empreinte biochimique indubitable. Donc quand cette odeur atteint le cerveau, elle déclenche une reconnaissance émotionnelle directe, fulgurante, sans passer par la barrière de la raison ou du doute. Deuxièmement, l'effondrement du verrou dissociatif. Si la cécité a été provoquée par le choc d'une perte, un trouble de conversion où le cortex préfrontal, comme on a dit, inhibe les aires visuelles pour protéger la psyché, d'un chagrin annihilant, la guérison exige une preuve tout aussi viscérale que l'objet du deuil qui n'existe plus. Donc lorsque le stimulus olfactif, l'odeur du proche vivant, percute l'amygdale, il provoque un séisme neuro-émotionnel inverse. Le cerveau profond enregistre instantanément, au niveau chimique instinctif, une vérité fondamentale. Il est vivant. Et donc ce signal d'alerte positif est si massif qu'il désamorce brutalement l'état de stress traumatique. Et la justification neurologique de la dissociation disparaît. L'inhibition corticale descendante, top-down, qui bloquait les aires visuelles élevées sur le champ. Le traitement visuel s'allume de nouveau. Et c'est là que c'est très fort. C'est que, on l'a dit dans l'épisode, c'est que le Coran parlait d'une douleur refoulée, qui montrait clairement en fait une description clinique d'une somatisation extrême. Et là, lorsqu'on voit que justement, avant même que la tunique ne touche le visage du père, déclarer je sens l'odeur de Youssouf, c'est que ça préparait le terrain neurologique. Et lorsque le vêtement a touché son visage, la vision revient. Al-Basira. Et c'est ça qui est puissant, c'est qu'on voit en fait que il y a à la fois le contact physique avec la tunique qui va agir comme un choc neuro-émotionnel inverse, mais il va y avoir aussi une libération massive de neuromédiateurs, l'ocytocine et la dopamine, liée à la confirmation de la survie, qui va davantage lever l'inhibition visuelle.
Ce court-circuit émotionnel qui l'avait rendu aveugle est réparé par la certitude de la présence. La vue revient parce que le monde redevient voyable, en quelque sorte, pour Yacoub. Et ça, c'est très puissant et bouleversant. Et donc, on voit que on est face à un triangle du savoir. Yacoub conclut: Ne vous ai-je pas dit que je sais de la part de Dieu ce que vous ne savez pas? Sa vision intérieure a toujours été plus précise que la vision optique de ses fils. Et la tunique n'a été que le catalyseur, en fait, de la synchronisation entre sa conviction et la réalité matérielle. D'où ce dénouement. Et vous avez remarqué comment le Coran a fait un jeu en 3 temps. Attention, ce jeu-là, on le retrouve dans de nombreuses sourates et dans de nombreuses histoires du Coran. Et ça va être très intéressant de les évoquer plus tard. Donc ce qu'on peut comprendre, c'est quoi? C'est que d'une manière ou d'une autre, la vérité finit toujours par se manifester physiquement. Le corps ne ment pas. Il se ferme dans le mensonge, mais s'ouvre dans la lumière du réel. Et c'est la patience qui fait faire son travail. C'est la patience qui va nous accompagner dans cette... Mais on va voir que, justement, cette question du temps, eh bien, regardez, on pourrait se dire, mais là c'est fini, là. C'est bon. Il sait qu'il est vivant. Il a recouvré la vue. Les frères ont demandé pardon. C'est bon, non, c'est fini. Eh ben non. Le Coran va nous montrer que la fin doit prendre son temps. Et il va falloir respecter le temps du dénouement. Et c'est ce qu'on va voir dans l'épisode de demain. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des Évidences du Coran. Alors pour aller plus loin, trouver de nombreux contenus liés à cet épisode, mais aussi à d'autres thèmes en rapport avec tout l'objet du podcast, je vous donne rendez-vous sur le Patreon, dont vous trouvez le lien en description, où vous retrouverez des supports, des contenus exclusifs, des versions longues qui permettent de développer davantage la sourate 12 qu'on a abordée ensemble, ainsi que pour le niveau le plus élevé, des rencontres mensuelles, puis plus tard ça sera encore un peu plus régulier, mensuel en forme de séminaires, de conférences, de masterclass, sur des thèmes qui vont être posés et à la fois qui peuvent être choisis par les abonnés en sondage. Il ne reste plus qu'à vous dire à demain, et d'ici là, continuons à chercher ensemble la clarté dans le texte et dans le monde.